Donc, en guise d'introduction, déjà bonjour à tous. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur ces universités d'été, donc un petit rappel sur le concept. Tous les jours au moment du déjeuner, les équipes AgroSolutions vous ont préparé un décryptage des enjeux clés du secteur agricole et alimentaire pour vous permettre une rentrée en toute sérénité. Donc, il y a déjà eu pas mal de sujets abordés au cours des 2 premiers jours de la semaine, hein. On est au 3e jour. Pas d'inquiétude si vous avez été un petit peu débordé par la rentrée, puisque ce sera retranscrit en replay et on vous enverra bien sûr le lien. Ce sera disponible sur notre chaîne YouTube AgroSolutions. Pour ce qui est des questions au cours de la présentation, voilà, n'hésitez pas à les glisser directement dans la partie conversation du Teams. On les traitera en fin de webinaire. Et puis pour ce qui est de l'agenda, mais voilà, Alexandre et Mickaël le rappelleront en fin de webinaire. À 13h, il y a une nouvelle session sur la partie gestion de la ressource en eau. Encore un sujet très stratégique pour le secteur agricole et alimentaire. Et puis, on poursuivra jeudi, vendredi avec de nouvelles thématiques, notamment sur la méthanisation et puis la décarbonation et l'adaptation au changement climatique. Voilà un beau programme qui s'annonce. Je suis Ludivine Alardon, directrice en charge des opérations du cabinet AgroSolutions. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir nos 2 experts qui vont vous faire le webinaire. Donc, Mickaël Pourcelot qui gère chez AgroSolutions notre incubateur, donc tout ce qui est innovation. La biodiversité, en fait partie. Et travaille étroitement sur ce sujet-là avec Alexandre Benoît, qui est vraiment notre référent biodiversité. Voilà, je vous laisse la main sur le reste de la présentation. Merci Ludivine. Bonjour à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur la partie biodiversité agricole et sa préservation, je vous propose quelques mots d'introduction sur AgroSolutions. Donc, on est un cabinet de conseil en agro-environnement. On est filiale du groupe InVivo. Donc, c'est une union de 200 coopératives réparties sur tout le territoire français, des coopératives agricoles, et qui représentent un peu plus de la moitié des agriculteurs en France, ce qui nous permet à nous, en tant que cabinet, d'avoir un lien privilégié avec le terrain et les solutions concrètes qui peuvent y être déployées. Par contre, c'est pas parce qu'on est au sein du groupe InVivo qu'on n'est pas indépendant. Donc, on travaille avec tout type d'acteurs, y compris tout type de clients, y compris des concurrents d'InVivo. Concernant AgroSolutions, donc on est aujourd'hui 48 répartis en France sur 6 bureaux, donc avec notre siège qui est plutôt à Reims. Mais ça ne nous empêche pas d'intervenir sur tout le territoire pour accompagner nos clients. Et enfin, je terminerai, on existe depuis plus de 45 ans, depuis 1975. Donc historiquement, AgroSolutions, c'était le centre technique agronomique des coopératives agricoles du groupe InVivo. Donc en fait, qu'est-ce qu'on entend par centre technique? C'est les agriculteurs, finalement, ils utilisent sur leur culture des produits, donc ce qu'on appelle des intrants, donc des engrais, des semences, des produits de protection des plantes. Et ils ont besoin de connaître finalement quelles sont les modalités techniques pour les appliquer et quelles sont les performances environnementales de ces produits. Et donc pour ça, les coopératives mettent en place des essais pour tester justement ces produits, le positionnement et tout ça. Et AgroSolutions a été chargé, donc historiquement, de compiler en fait les résultats de ces différents essais et d'en faire des synthèses, des argumentaires techniques sur l'utilisation de ces produits. Et donc c'est encore quelque chose qu'on fait aujourd'hui, qui représente une bonne partie de nos activités. C'est vraiment un axe différenciant qui nous tient à cœur et qui permet à nos équipes d'avoir une légitimité assez forte dans le conseil qu'on est capable d'apporter à nos clients. Un autre point qui nous différencie, c'est les méthodes qu'on utilise, qui vont être issues de projets de référence qui ont été développés avec
avec la recherche scientifique, avec des partenaires institutionnels, des instituts techniques qui sont plutôt voilà, en pointe sur leur domaine. Donc, on pense notamment en grosse expertise chez AgroSolutions au volet bas carbone, donc avec 2 projets qui sont assez phares. Le projet Carbon Sync, qui finalement a permis à AgroSolutions d'être dans le consortium de rédaction de la méthode label bas carbone grande culture. Et puis, plus récemment, le projet européen Marvic. Donc, AgroSolutions fait partie d'un consortium de 15 acteurs, alors plutôt des centres agronomiques et puis en lien avec les sols. Ce consortium est mandaté par la Commission européenne pour rédiger finalement les règles de mesure et de monitoring du stockage de carbone dans les sols agricoles. Donc un gros projet dans lequel AgroSolutions est impliqué pour écrire les règles du carbone farming de demain au niveau européen. Pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, et Alexandre y reviendra un petit peu dans la présentation, on a également un projet avec la recherche et les instituts sur les indicateurs de biodiversité, d'évaluation de la biodiversité en milieu agricole. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Et puis il y a également sur d'autres domaines comme l'eau ou les sols, des projets sur lesquels on est impliqué directement avec la recherche et sur le déploiement des solutions qui en ressortent. Voilà, et donc tous nos projets sont certifiés, donc que ce soit en termes de label bas carbone, par Bureau Veritas sur certains outils qu'on a pu déployer. Et ils vont répondre nos méthodes, elles vont répondre aux standards de la RSE qui font référence dans la réglementation. Nos 48 collaborateurs, ils ont des expertises, donc c'est principalement des ingénieurs agronomes. On a des expertises qui sont assez diversifiées, comme vous pouvez le voir. Ça va de l'agronomie à la gestion de l'eau, à la data agricole, etc. Et en fait, notre spécificité, c'est qu'on va pouvoir construire sur ces leviers, ces axes stratégiques, accompagner nos clients depuis la construction de leur stratégie de transition agroécologique, de transition environnementale, jusqu'à la mise en œuvre de cette stratégie et son évaluation, notamment avec des indicateurs bien appropriés. Et on travaille sur 3 grands domaines donc de la chaîne, on va dire de la chaîne alimentaire, donc de l'amont agricole. Quand on parle d'amont agricole, on entend bien évidemment les coopératives, les négoces, des groupements d'agriculteurs, les fournisseurs d'intrants agricoles, jusqu'aux industriels agroalimentaires, en passant également par les acteurs du territoire, donc à la fois des acteurs privés, comme des énergéticiens, ou des acteurs de l'eau, dans le domaine de l'eau, et puis des acteurs plutôt publics, comme les institutionnels ou les collectivités. Donc j'en ai terminé sur ces quelques mots de présentation, d'introduction d'AgroSolutions. Je vais laisser la parole à Alexandre qui va nous expliciter plus en détail déjà qu'est-ce qu'on entend par biodiversité et puis finalement comment on la mesure concrètement pour pouvoir la préserver. Merci Mickaël pour cette première présentation et on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet et balayer ensemble les différents outils, les méthodes qui permettent d'évaluer la biodiversité aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, donc le sujet biodiversité a pris pas mal d'importance ces dernières années. Et il est notamment plus à démontrer l'existence et l'ampleur de l'érosion de la biodiversité, donc a lieu en parallèle du changement climatique. Et c'est un constat qui a notamment été cristallisé dans le rapport de l'IPBES en 2019, constat qui a mis en lumière notamment la diminution de l'extension et de la santé des écosystèmes naturels de près de 50%. Au niveau mondial, il y a près de un quart des espèces qui sont menacées aujourd'hui par un risque d'extinction. Et autre donnée clé de ce rapport, c'est qu'avec cette érosion de la biodiversité, on fait face à une augmentation et on va faire face à une augmentation de la vulnérabilité des activités humaines aux aléas.
Donc dans ce rapport, j'y reviens rapidement. Donc le rapport a identifié les 5 pressions principales des activités humaines sur la biodiversité. Donc on retrouve le changement d'usage des sols, qui est un driver majeur de l'érosion de la biodiversité en agriculture. On retrouve l'exploitation indirecte des ressources, le changement climatique, les pollutions, qu'elles soient d'origine chimique, sonore ou lumineuse encore, et les espèces exotiques envahissantes. Alors actuellement, on fait face à cette érosion. Il y a plusieurs trajectoires qui s'offrent à nous. Donc ça, c'est une infographie du WWF qui montre justement que pour inverser cette tendance, on a besoin à la fois de préserver les espèces dans des zones protégées, mais aussi de restaurer la biodiversité beaucoup plus largement dans tous les écosystèmes, en modifiant notamment nos habitudes de production et de consommation vers davantage de durabilité. Et l'avantage que la biodiversité présente par rapport notamment à la thématique du changement climatique, c'est que la biodiversité va présenter une certaine résilience, donc avec un retour à la nature qui peut être assez rapide lorsque l'on va mettre en place des actions à l'échelle locale. Donc on peut observer un retour d'espèces sur 10-20 ans après la mise en place de ces actions. Tu peux passer la slide suivante. Voilà. Donc, on l'a vu, le sujet biodiversité monte en puissance, mais ce n'est pas du tout un sujet nouveau. Donc, juste pour vous donner des ordres de grandeur, donc si on compare par rapport au climat, la prise de conscience de l'impact des activités humaines vis-à-vis du changement climatique et de la biodiversité et la constitution aussi des groupes d'experts a eu lieu à peu près la fin des années 80, début des années 90. Par contre, il y a un déséquilibre qui s'est créé progressivement par la suite, donc avec un sujet climat qui a été beaucoup plus facilement approprié par les parties prenantes, donc notamment les États, alors que sur le sujet biodiversité, tu peux mettre l'animation. Par exemple, la dernière COP d'importance sur le sujet biodiversité donc, a eu lieu en 2010, qui a défini un plan stratégique sur la décennie 2010 jusqu'à 2020, a été globalement considéré comme un échec avec aucun objectif stratégique atteint. Et c'est sur ce constat-là qu'a eu lieu la dernière COP 15 en 2021 et 2022, qui a essayé d'aboutir à un cadre mondial un peu plus ambitieux et un peu mieux suivi sur la décennie 2020 jusqu'à 2030. Donc au niveau de la COP 15, l'accord mondial fixe une vision en tout cas pour 2050 avec 4 grands objectifs et décliné avec une vision un peu plus à moyen terme à 2030 avec 23 objectifs. Et cet accord mondial, en tout cas, va être retransposé dans le droit européen et français. Donc, par exemple, dans la stratégie européenne pour la biodiversité et la stratégie française. Donc, il y a de fortes similitudes entre les textes, puisque la stratégie européenne, notamment, a servi de socle de discussion pour l'accord final de la COP 15. Donc, au niveau français, pour l'instant, on a une publication de la stratégie nationale biodiversité définitive. Donc, c'est tout frais, tout récent. Donc, avec une publication en juillet 2023 et qui présente 39 mesures, justement, à implémenter d'ici 2030 pour atteindre les objectifs stratégiques. Voilà, donc on a vu que le cadre réglementaire va être amené à changer, donc il y aura des impacts à attendre pour les entreprises avec ces changements réglementaires. Et au niveau un peu plus global, donc on peut mentionner l'objectif 15 de l'accord de Kunming-Montréal, donc suite à la COP 15, qui encourage les pays à prendre des politiques qui vont permettre aux entreprises de divulguer régulièrement leurs impacts, dépendances, risques et opportunités vis-à-vis de la biodiversité. Et cet objectif va être appliqué notamment en Europe via la CSRD, donc la directive Corporate Sustainability Reporting Directive, qui va remplacer la déclaration de performance extra-financière des entreprises et progressivement déployée entre 2024 et 2028 selon la taille et les chiffres d'affaires des entreprises. Et cette directive va notamment s'appuyer sur la notion de double matérialité, donc en prenant en compte à la fois la matérialité financière et la matérialité d'impact.
Donc, cette directive est encore en cours de finalisation. Donc, les méthodes et les exigences de reporting vont être prochainement publiées donc, sur le second semestre 2023, suite à la consultation publique qui a eu lieu en juin-juillet 2023. Donc, en parallèle de ce cadre réglementaire, il y a une structuration aussi de cadres volontaires qui s'appuie justement sur des approches similaires qui ont eu lieu sur le volet climatique. Donc, là, ici, on va mentionner deux cadres volontaires. Donc, le premier qui est la SBTN, donc, qui est une méthode qui est plutôt basée sur la prise en compte des limites planétaires et la définition de trajectoires de réduction des impacts des entreprises sur la biodiversité. Donc, actuellement, cette méthode a été, le cœur de la méthode a été publié. Par contre, les trajectoires ont uniquement été publiées vis-à-vis des enjeux eau et enjeux utilisation des terres au printemps 2023, et la méthode va être amenée à évoluer à partir de 2024. Et en parallèle, on trouve le cadre de la TNFD, donc la Task Force on Nature-Related Financial Disclosures, qui est plutôt orienté vis-à-vis des entreprises et des institutions financières. Et le cœur de ce cadre est vraiment d'identifier ces impacts, dépendances, risques et opportunités vis-à-vis de la nature. Donc, il y a une méthodologie qui a été développée, j'en parlerai pas plus aujourd'hui. Et en parallèle, il y a des indicateurs qui vont être déployés, donc à la fois des indicateurs transsectoriels et des indicateurs spécifiques. Donc, par exemple, sur le volet agricole, il y aura 10 indicateurs obligatoires et 28 indicateurs optionnels, donc dans la version de travail. Donc, à voir si ça change dans la version définitive qui va être publiée en septembre 2023. Tu peux passer. Voilà. Alors, on l'a vu, voilà, il y a un foisonnement d'initiatives qui se basent sur des approches différentes de la mesure de la biodiversité. Et la question à laquelle on va chercher à répondre aujourd'hui, c'est pourquoi. Une des questions, ça va être pourquoi chercher et pourquoi vouloir mesurer la biodiversité. Et j'ai envie de dire, voilà, ça va dépendre énormément de vos objectifs, de vos ambitions. Puisque voilà, on peut mesurer la biodiversité, par exemple, pour faire une évaluation initiale de vos pratiques, définir une stratégie biodiversité au regard des enjeux qui ont été identifiés. Donc là, par exemple, un industriel agroalimentaire va pouvoir, suite à un diagnostic initial, travailler en priorité sur le sourcing, sur la traçabilité de ses approvisionnements, ses matières premières à plus fort impact, et les inclure dans sa stratégie. On peut également mesurer la biodiversité pour suivre cette stratégie de façon régulière et démontrer et communiquer sur la stratégie. Donc là, on revient un peu aux exigences des cadres réglementaires et de reporting. Et le dernier point, ça va être de valoriser ces actions pratiques, donc valoriser financièrement, notamment auprès de ces parties prenantes, et valoriser jusqu'aux consommateurs, entre autres. Donc, en termes d'objectifs, mesurer la biodiversité peut permettre de s'engager dans la transition agroécologique, d'insuffler aussi une dynamique chez des agriculteurs, de se comparer aussi avec d'autres entreprises transsectorielles ou du même secteur, et finalement pour répondre aussi à la réglementation et aux attentes de vos parties prenantes. Donc, c'est une raison louable, mais qui peut être si c'est le seul objectif pour établir une stratégie biodiversité, puisqu'elle peut être considérée comme subie. Tu peux passer à la suivante. Voilà, donc, globalement, la mesure de la biodiversité reste assez complexe. Donc, il y a une multitude d'indicateurs, de métriques qui existent actuellement et qui vont être plus ou moins adaptés selon l'échelle d'étude, selon le périmètre de l'étude. Et on n'aura pas de métrique unique comme sur le carbone, on n'aura pas de taux d'équivalence CO2. Donc là, par exemple, si on fait un focus sur des indicateurs terrain vis-à-vis de l'amont agricole à l'échelle d'une exploitation, par exemple, on va retrouver différents types d'indicateurs. On peut retrouver des indicateurs de pratique, des indicateurs de cause, donc, qui vont être plus adaptés à la réalité du terrain et dont les données vont être un peu plus disponibles. Donc là, par exemple, sur une exploitation agricole, on va pouvoir mesurer la densité de haies à l'hectare. Et de l'autre côté de la chaîne, on va retrouver des indicateurs plutôt de résultats et qui vont permettre de suivre l'évolution de la biodiversité, la réponse de la biodiversité suite à la mise en place de pratiques. Donc là, dans le même exemple, on va suivre par exemple un indicateur abondance des carabes forestiers pour voir si la plantation de haies, la gestion des haies a permis d'augmenter la population de certaines espèces de carabes. Et entre les deux, on a des indicateurs un peu plus d'effets prédictifs qui vont se baser sur des modèles.
Et en parallèle de ces indicateurs un peu plus terrain, on va retrouver des métriques qui vont être adaptées dans une approche produit, donc par exemple une métrique pour les analyses de cycle de vie, et des métriques globales qui vont être adaptées à l'échelle d'une entreprise, de projets, de portefeuille financier. Voilà, donc une grosse complexité et il y aura un gros besoin dans les prochaines années de faire le lien aussi entre ces différentes approches pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent se parler, entre l'amont, l'aval, des acteurs financiers. Et voilà, il y aura un gros travail de transversalité à effectuer dans les prochaines années. On peut passer. Voilà, donc si on parle vraiment de la mesure de la biodiversité, donc la mesure la plus simple, la caractérisation la plus simple, ça va être vraiment d'identifier ces impacts, dépendances, risques et opportunités vis-à-vis de la nature. Donc c'est un exercice qu'on peut faire à l'échelle de l'entreprise, mais également à l'échelle d'une business unit, d'un secteur d'activité, et qui va être plutôt intéressant pour les acteurs de l'aval, donc à partir des organismes stockeurs jusqu'à l'aval. C'est un exercice qu'on peut faire auprès des agriculteurs, mais qui est peut-être un peu plus décorrélé de la réalité du terrain. Et c'est une mesure qu'on va faire sur les activités directes de l'entreprise, mais également sur sa chaîne de valeur, que ce soit en amont ou en aval. Donc l'objectif, c'est d'identifier ces impacts, dépendances, risques et opportunités, de localiser ces impacts, les impacts de ces activités et de sa chaîne de valeur au niveau mondial, et derrière, de prioriser les actions qui peuvent être menées dans sa stratégie de biodiversité. Donc, si l'on en vient aux méthodes et aux outils qui peuvent être déployés, donc voilà, on vous a mis une petite sélection d'outils qui peuvent être utilisés pour répondre, pour effectuer ce type de mesures. Donc voilà, par exemple, il y a l'outil Encore qui est pas mal reconnu, donc un outil biodiversité gratuit, donc disponible en ligne en tout cas. Donc il y a un outil sectoriel qui va permettre aux entreprises de dégrossir leurs impacts, leurs dépendances, et qui va permettre de mettre en évidence la vulnérabilité de leurs activités vis-à-vis de services écosystémiques. Donc il y a une listing d'une vingtaine de services, et aussi de mettre en évidence la magnitude de cette vulnérabilité. Est-ce que l'entreprise, par exemple, elle est très vulnérable par rapport par exemple, vis-à-vis de la préservation de la ressource en eau, ou moyennement vulnérable ou pas du tout. Et l'outil aussi présente des données cartographiques qui peuvent être exploitées. Et comme autre outil, voilà, il y a l'outil iBat, qui est aussi un outil intéressant pour définir l'interface entre les sites de l'entreprise et la nature, et notamment identifier si vos sites sont à proximité d'enjeux, de zones à enjeux biodiversité forts, donc que ce soit des zones protégées ou des zones qui vont héberger des espèces qui sont sur la liste rouge de l'UICN. Je peux passer à la slide suivante. Donc après cette première étape d'identification des impacts, dépendances, risques et opportunités, on peut aller dans une approche un peu plus quantitative, vraiment évaluer l'impact direct de ces activités vis-à-vis de la biodiversité, donc toujours à une échelle entreprise ou business unit. Et c'est une approche qui va être un peu plus adaptée pour des entreprises, des industriels agroalimentaires, des distributeurs, des entreprises, des grands groupes par exemple, et qui va permettre de mesurer de façon quantitative ces impacts et aussi de comparer les impacts de son entreprise avec d'autres entreprises, justement, puisqu'elles se basent sur des métriques uniques. Donc là, en termes de méthodes et d'outils qui peuvent être déployés, tu peux passer la... Ça vient, il y a un petit temps de décalage entre toi et moi. Voilà. Voilà, en termes de méthodes et d'outils, par exemple, on va retrouver le Global Biodiversity Score de CDC Biodiversité, ou le Corporate Biodiversity Footprint de Iceberg Data Lab. Donc, c'est des outils qui sont vraiment utilisés à l'échelle macroscopique, qui vont s'appuyer sur des modèles développés par des scientifiques, donc notamment le modèle Globio. Et ces outils vont s'appuyer sur des données qui vont être fournies par l'entreprise. Donc, on va retrouver des données liées au chiffre d'affaires, des volumes d'achat. Ça peut être un bilan carbone également, ou la consommation de ressources, donc comme la consommation en eau, complétée par des références moyennes. Et l'outil, en se basant sur des modules, va permettre de transformer ces données d'entrée en pression et impact sur la biodiversité, les convertir in fine via une métrique d'impact, va donner un résultat global. Donc là, les métriques d'impact, par exemple, c'est une des métriques les plus connues. On va retrouver la MSA,
Donc un indicateur qui permet de mesurer l'abondance des espèces natives d'un écosystème par rapport à une situation de référence où il n'y a pas de pression humaine sur cet écosystème-là. Donc globalement, on va obtenir une empreinte biodiversité globale qui est un peu l'équivalent du bilan carbone. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un peu le même. On est un peu sur le même périmètre macroscopique en tout cas, qui peut être intéressant pour les entreprises. Par contre, en termes de limites, voilà, on a quelques limites qui sont identifiées, comme au niveau du secteur agricole. Pour les acteurs de l'amont agricole, les outils pour l'instant n'ont pas une granularité assez fine pour évaluer des changements de pratiques vraiment précis sur le terrain. Donc là, par exemple, un agriculteur ou un groupe d'agriculteurs qui va chercher à réduire ses applications de produits phytopharmaceutiques, on aura une variabilité qui va être relativement faible ou quasiment peu visible dans l'outil. Alors que si on a des changements plus transformatifs à l'échelle du système agricole, un agriculteur qui passe d'un céréalier conventionnel qui va passer sur de l'élevage avec des surfaces en herbe, là l'outil va répondre et présenter un score un peu mieux disant. Tu peux passer sur la slide suivante. Donc là, on a vu des approches qui étaient vraiment globales à l'échelle de l'entreprise, mais on a également besoin d'approches qui vont être beaucoup plus centrées sur l'amont agricole, qui vont parler aux agriculteurs justement pour les embarquer dans la transition agroécologique. Et ces outils doivent prendre en compte la réalité des contextes et la complexité aussi des pratiques que les agriculteurs vont mettre en place sur leur exploitation. Donc là, en termes de méthodes et d'outils qu'on a évalués, on a fait un travail d'évaluation en interne vis-à-vis de 18 outils biodiversité. On a sélectionné 4 outils qui nous semblaient un peu plus adaptés sur l'amont agricole, qu'on a pu tester sur la plateforme expérimentale OpenField, qui a permis de voir est-ce que leur prise en main était facile, est-ce qu'ils étaient sensibles vis-à-vis des pratiques. Donc là, je vous ai mis 3 des outils qu'on a pu tester. Donc, on retrouve par exemple l'outil AgriBest, qui a été développé conjointement par la CDC Biodiversité et la Coopération agricole de l'Ouest, qui a été récemment lancé au printemps 2023 et qui a pour objectif de mener des autodiagnostics sur les exploitations agricoles, des autodiagnostics assez rapides, hein, donc en moins d'1 heure, sur 14 items qui correspondent et qui définissent on retrouve des niveaux de pratique en tout cas sur chacun des items. Donc par exemple, il y a des items qui vont être en lien avec la fertilisation, avec la protection des cultures, la gestion des IAE, des infrastructures agroécologiques, la gestion des éléments écologiques remarquables sur l'exploitation. Donc là, l'outil, une des forces de cet outil, par exemple, c'est de sensibiliser les exploitants à la biodiversité via une approche pédagogique et de suivre la progression des agriculteurs année après année. Donc, c'est un outil qui peut être également utilisé par les coopératives, par les négoces sur leur secteur. Donc, comme autre outil, voilà, il y a le Cool Farm Tool qui a été plutôt développé aux États-Unis, qui présente un module biodiversité qui peut également faire un diagnostic rapide. On retrouve le Biodiversity Performance Tool de Solagro, donc qui est plutôt un diagnostic un peu plus précis à destination des conseillers et qui s'appuie sur beaucoup d'indicateurs. Il y a beaucoup de résultats qui sont publiés, donc qui sont moins synthétiques et peut-être un peu moins parlants pour les agriculteurs. Mais en tout cas, voilà, il y a un début de développement de ce type d'outils, mais qui nécessite encore un diagnostic spécifique, donc qu'un conseiller se déplace sur les exploitations pour mener ce diagnostic. Et en parallèle, on peut déployer une approche beaucoup plus fine qui va se baser sur des indicateurs de pratique ou des indicateurs de résultats précis, donc à l'échelle de l'exploitation agricole. Mais cet exercice peut se faire aussi en concaténant les données, les évaluations donc à l'échelle d'un bassin de collecte chez une coopérative, un négoce ou même chez une filière d'un industriel. Et l'objectif, voilà, c'est vraiment d'évaluer les pratiques agriculteurs et de faire le lien entre les pratiques et les impacts sur la biodiversité. Lien qui est globalement connu grâce à la littérature scientifique et les travaux scientifiques. Ouais.
Donc, en interne, on a fait un travail de recensement des indicateurs existants, donc, qui étaient déjà déployés dans des outils, dans des exigences réglementaires, dans des cas des charges ou éventuellement des projets en interne. Donc, qui nous a permis d'obtenir une grosse base de données de près de un peu moins de 200 indicateurs à l'échelle de l'exploitation agricole. Et sur cette base de données, on a effectué un travail de sélection des indicateurs qui nous semblaient les plus pertinents. Donc, quand on parle de pertinence, c'est pertinence aussi vis-à-vis de la biodiversité. Voilà, est-ce que ces indicateurs mesurent des pratiques qui sont, par exemple, à fort impact sur la biodiversité? Donc, on peut penser à tout ce qui est travail du sol, protection des cultures, entre autres. Est-ce que les indicateurs étaient reconnus scientifiquement? Est-ce que la méthode était reconnue? Est-ce qu'ils étaient parlants aussi aux agriculteurs? Et est-ce que les données existaient déjà chez les agriculteurs? Donc là, on a travaillé avec SMAG pour voir si ces indicateurs, si les données étaient remplies dans les logiciels de traçabilité parcellaire. Donc ce travail nous a permis de générer une petite base de données, un petit jeu d'indicateurs, de 14 indicateurs, et qui va pouvoir être un peu plus éprouvé donc dans le cadre d'un CASDAR. Donc, le CASDAR apprivoise, donc Mickaël a parlé en introduction, qui a pour objectif de déployer et de faire reconnaître des indicateurs de biodiversité en milieu agricole, donc en se basant sur la biodiversité fonctionnelle. Donc, c'est un CASDAR qui va commencer en septembre de 2023, qui va se poursuivre jusqu'en 2026, avec Arvalis, AgroSolutions, Lacta, SMAG et la coopérative Scara en Champagne. Voilà. Et dernier point sur la mesure de la biodiversité agricole, on peut également déployer des indicateurs qui vont chercher à mesurer des effets, des résultats. Dans notre approche, on plébiscite plutôt ce type d'indicateur sur des sites pilotes, puisque voilà, il y a un coût d'acquisition de la donnée qui peut être assez important, un coût aussi en termes de ressources humaines. Voilà, les acteurs n'ont pas forcément assez de temps à consacrer pour faire des suivis parcelle par parcelle sur l'ensemble des agriculteurs. Donc, d'où l'intérêt de faire un suivi sur des sites pilotes, sur des plateformes expérimentales, de valider ces résultats d'un point de vue scientifique et derrière de les extrapoler sur des contextes agriculteurs, sur des contextes un peu plus terrain. Donc là, en termes de méthodes et en termes d'outils qui peuvent être utilisés, donc historiquement, on pense au relevé entomologique, voilà, où un spécialiste déplace sur le terrain, va faire des suivis, donc des suivis d'insectes volants, des suivis d'insectes rampants, par exemple, pour voir s'il y a une évolution à moyen terme, en tout cas des populations, des espèces qui sont présentes sur les parcelles. On peut penser aussi aux capteurs connectés. Donc là, par exemple, on travaille conjointement avec Ferme Leader, donc qui est aussi une entité d'Invivo, de Bioline Solutions, qui évalue ce type de capteur donc, chez des coopératives ou sur la plateforme OpenField, qui va permettre de suivre certaines espèces. Ça peut concerner des insectes, des oiseaux, des chauves-souris. Donc l'avantage de ces capteurs, c'est que voilà, il n'y a pas forcément besoin qu'un spécialiste se déplace sur le terrain. On peut s'attendre à un certain gain de temps. Je ne dirais pas forcément des coûts minimisés, parce que voilà, ça va dépendre du type de capteur utilisé. En autre type de méthode, on peut penser aussi à des applications. Donc là, par exemple, l'application Merlin, développée par une université aux États-Unis, qui permet d'identifier et de reconnaître des espèces d'oiseaux sur votre smartphone. Et comme autre méthode, voilà, on a des analyses aussi plus précises, donc comme les analyses de sol pour suivre l'activité biologique, dont Lucie, ma collègue, vous en a parlé hier lors du webinaire sol. Donc en tout cas, ces indicateurs sont intéressants et sont interprétables en tout cas sur des temps longs généralement, puisque les espèces vont prendre du temps pour recoloniser un milieu ou pour les populations vont prendre du temps pour se développer. Donc là, par exemple, si on prend des indicateurs existants, donc on peut penser à l'indicateur de suivi des oiseaux, des temporels des oiseaux communs, où généralement sur un point d'écoute, donc sur une parcelle, on a besoin d'avoir un minimum de quasiment 10 ans pour pouvoir observer des tendances fiables dans les données. Donc l'important, c'est de faire ces suivis de façon régulière aussi sur des parcelles sélectionnées. Et finalement, la dernière approche qu'on peut prendre pour mesurer la biodiversité,
c'est une approche un peu différente, une approche à l'échelle du produit, donc un peu complémentaire à la démarche ACV. Donc ça, c'est un indicateur qui a récemment publié, qui a été récemment publié ou qui va être publié. Donc, a été travaillé par l'ADEME. Donc, c'est l'indicateur BVI, donc Biodiversity Value Increment Method, qui a été développé par des scientifiques en Allemagne. Et l'idée, c'est de complémenter l'ACV donc avec cet indicateur qui est par contre à l'échelle de la parcelle agricole en s'intéressant à 3 facteurs d'impact. Donc, qui sont l'intensité de la fertilisation azotée, les émissions de produits phytopharmaceutiques et l'intensité du travail du sol. Donc, la méthode permet de générer des résultats derrière, donc dans une nouvelle métrique, donc cette fois-ci en BVI mètres carrés par an par kilo. Et l'ADEME a notamment évalué près de un peu moins de 3000 produits pour l'instant dans AgriBalise. Et ce travail va se poursuivre dans les prochains mois et les prochaines années vis-à-vis de cet indicateur. Hop, tu peux passer. Voilà, donc globalement, on a vu qu'il y a des approches qui sont assez diversifiées, avec pas mal de métriques, d'outils qui peuvent être utilisés et qui mettent aussi en lumière la complexité de la biodiversité. Donc là, l'important, c'est vraiment de savoir bien choisir son approche pour mesurer la biodiversité. Donc en termes d'étapes, ce serait vraiment d'identifier, de bien définir son périmètre d'évaluation. Est-ce qu'on s'intéresse à la chaîne de valeur dans son ensemble, à l'échelle de l'entreprise, de l'activité, d'un site ou d'un produit. Pourquoi vous souhaitez mesurer la biodiversité? Est-ce que c'est pour embarquer un groupe d'agriculteurs dans une démarche de progrès, donc venir avec des indicateurs qui leur parlent, répondre à vos parties prenantes, que ce soit par exemple des acteurs financiers au niveau des investissements, ou valoriser par exemple votre démarche auprès des consommateurs pour aller chercher de la valeur ajoutée supplémentaire? Et le dernier point pour choisir son approche, c'est plutôt lié à des paramètres intrinsèques à votre entreprise. Voilà, quelle est votre maturité sur la thématique biodiversité? Est-ce que vous avez déjà une stratégie? Est-ce que des études ont déjà été réalisées? Quelles sont vos ambitions vis-à-vis de la thématique biodiversité? Est-ce que vous avez des données aussi disponibles en interne? Et quelles sont les ressources que vous pouvez allouer pour mesurer? Ok, merci, merci Alexandre. Et donc du coup, en synthèse, je vais essayer de résumer. Donc déjà, ce qu'Alexandre vous a présenté. Donc côté AgroSolutions, on accompagne, est capable de vous accompagner sur les différentes briques de mesure d'évaluation de la biodiversité qu'Alexandre vous a présenté. Hein, donc à la fois sur la partie évaluation et recommandations, donc Alexandre avait parlé de tout ce qui était identification, analyse des impacts, des dépendances, des risques et des opportunités de son entreprise, d'une business unit en lien avec, etc., en lien avec la biodiversité, donc, et notamment AgroSolutions, on maîtrise, on utilise les outils, les méthodes dont a parlé Alexandre, comme encore, notamment, à un niveau un peu plus précis sur tout ce qui va être mesure de l'empreinte biodiversité sur une chaîne de valeur. Donc, on est en cours de formation sur l'outil de la CDC Biodiversité qui est le Global Biodiversity Score, le GBS, avec derrière voilà, l'évaluation de différents scénarios stratégiques. C'est l'équivalent d'un bilan carbone que vous pouvez réaliser à l'échelle de votre entreprise, donc, chose sur lesquelles on peut vous accompagner. Et puis à un niveau plus fin, comme le disait aussi Alexandre, il y a cette partie plutôt en lien avec l'approvisionnement, la partie un peu plus terrain. Donc on travaille, on réalise des diagnostics à la fois pour des fournisseurs, pour des filières, quant à leur capacité à préserver la biodiversité. Donc là, on retrouve, on mobilise surtout les indicateurs, les 14 indicateurs de terrain qui ont été éprouvés notamment sur notre plateforme OpenField, qu'on a testé, qui sont en cours de validation dans le cadre du projet Apprivoise, du projet CASDAR, pour une reconnaissance nationale. Voilà, et en fait, à partir de ces différentes briques d'évaluation, on construit, donc ça se fait toujours, c'est de la co-construction, c'est de la réflexion avec le client. On construit ces feuilles de route stratégiques de préservation de la biodiversité. Donc
en agriculture, filière agroalimentaire, on est sur des pas de temps longs pour une adoption des pratiques agricoles plus favorables à la biodiversité. Donc, comme disait Alexandre, faire son T0, son état initial, c'est assez important pour pouvoir d'ailleurs se projeter et déployer les bons leviers, sachant que ça va mettre du temps pour voilà, évaluer les effets derrière. Donc on parle d'amorce de la transition agroécologique et de réduction finalement il se passe du temps quand on veut travailler sur la diminution de la sensibilité aux aléas et augmenter la résilience à ces mêmes aléas, qu'on soit sur un système agricole ou plus largement sur une filière alimentation agroalimentaire. On pourra notamment adapter les cahiers des charges des bonnes pratiques, qu'on soit une coopérative pour accompagner les agriculteurs, une coopérative négoce pour accompagner ses clients ou adhérents agriculteurs dans le changement de pratique, ou une filière, enfin un industriel agroalimentaire dans la mise en place d'un cahier des charges de production spécifique. Donc, une grosse brique de diagnostic qui va découler sur des recommandations concrètes à déployer. On est aussi présent sur le volet formation. Alors, on l'a moins mis en évidence via le webinaire, mais finalement, il y a aussi un gros volet pédagogique à avoir sur la préservation de la biodiversité, sur la compréhension de ce que c'est que la biodiversité, que finalement, c'est quelque chose qui nous touche d'assez près et peut-être plus palpable que la partie changement climatique, qui est des actions plus directes. Donc on est formé, notamment avec Alexandre, à animer des fresques de la biodiversité, hein, sur le même principe que les fresques du climat. Et on réalise également des formations. Alors ça peut être, quand on dit plus technique, c'est vraiment technique, un peu accès terrain, ou des formations plus techniques réglementaires sur la prise en compte de la biodiversité au sein d'une entreprise, par exemple. D'avoir les bons éléments de langage et les bons points à analyser. Et puis enfin, donc, il y a tout un volet expertise qu'on cultive également, qui peuvent vous appuyer. Donc à la fois, Alexandre en a parlé sur les décryptages à la fois des cadres réglementaires de type CSRD ou des cadres volontaires, hein, comme la TNFD notamment. Donc là, on peut vous accompagner donc, pas simplement au décryptage, mais aussi à la bonne interprétation. C'est jamais très évident de faire le lien entre ces cadres et concrètement qu'est-ce que j'en fais au sein de mon entreprise, au sein de ma coopérative. Et puis on accompagne également la construction de méthodes ou d'outils. Voilà, donc merci à tous pour votre écoute sur ce webinaire dédié à la préservation de la biodiversité, à la mesure de la biodiversité agricole. Donc, comme le disait Ludivine en introduction, on vous donne rendez-vous à 13h pour le webinaire d'après sur la gestion des ressources, de la ressource, même des ressources en eau et la production agricole. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Il y a en effet quelques questions. Alors donc, j'ai lu déjà la partie plutôt pratique. En effet, il y aura bien la présentation qui sera diffusée et voilà. Et en effet, on se déplace dans toute la France pour accompagner nos clients. Sur les questions qui vous concernent plus directement, est-ce que ces outils peuvent être utilisés dans le cadre d'un suivi biodiversité sur site? Alexandre, tu veux répondre là? Oui. Ça va dépendre des outils. Voilà, il y a les outils, il y a certains outils. Donc là, par exemple, si on repense aux indicateurs de pratique qui peuvent être déployés sur les exploitations, voilà, on est vraiment sur un périmètre site. C'est des indicateurs qu'on peut aussi agréger, concaténer à l'échelle d'un groupe d'agriculteurs, par exemple, pour suivre l'évolution des pratiques. Et comme autres outils qui peuvent être déployés aussi, on peut penser à tout ce qui est aux capteurs connectés, par exemple. Voilà, on peut mettre en place des capteurs sur certains sites justement pour suivre certaines espèces. Voilà, par exemple, suivre des chauves-souris
sur des sites agricoles, ça peut être aussi des sites éventuellement de travaux, voir justement s'il y a un impact, une évolution des fréquentations de chauves-souris avec ce type de capteur. C'est assez variable, mais voilà, il y en a certains qui sont utilisables sur site. Ton micro, Ludivine, il est coupé. Excusez-moi. Donc, je disais merci Alexandre. Il y a aussi la partie recensement des indicateurs, donc des 14 indicateurs dont vous avez parlé. Est-ce que c'est partageable? Voilà. Et est-ce que le travail a été réalisé sur la valorisation des métriques ainsi obtenues avec des exemples? Évacuer le premier sujet sur le recensement des indicateurs s'il est partageable. Ça le sera de toute façon, puisque étant donné que c'est, enfin, en tout cas, le travail initial était fruit d'AgroSolutions, il va être partagé avec l'ensemble des acteurs du CASDAR apprivoise, donc ce sera bien évidemment partageable post-validation. Ça sera un des premiers livrables du groupe de travail en tout cas. Et Alexandre, tu veux répondre sur la partie travail, la réalisation d'un travail sur la valorisation des métriques? Justement, sur la plateforme OpenField, donc vis-à-vis des métriques, là, on avait évalué plusieurs outils, voilà, quatre outils. Pour l'instant, les résultats, on les communique un peu au compte-gouttes, mais bon, ils pourront faire l'objet d'une communication un peu plus aboutie courant automne. Et on a fait aussi ce même travail vis-à-vis des 14 indicateurs qu'on a sélectionnés donc sur la plateforme OpenField, donc qui s'intéressent justement à 4 conduites qui sont menées sur la plateforme, donc comparaison entre une conduite conventionnelle, une conduite en agriculture de conservation des sols, base IFT et base GES. Donc pareil, ce sera aussi l'objet d'une communication un peu plus aboutie, justement sur ces métriques-là. Ok, je regarde. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Bon, après, on est sur la fin du temps réglementaire. Merci Simon, donc, qui a envoyé la plateforme OpenField sur lesquelles les essais, les résultats d'essais vont notamment être transmis. Et ben, écoutez, il ne nous reste plus qu'à remercier Alexandre et Michael. Merci pour cette présentation sur la biodiversité, avec tous les travaux en effet réalisés, en cours, à venir. Et puis on vous donne rendez-vous. Donc, bon appétit à tous. Et puis, voilà, pour ceux qui sont disponibles, on vous donne rendez-vous sur le sujet eau, voilà, dans 10 minutes. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci bien. Bonne journée. Au revoir.